carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Pierre Schoenderfer, merci d'être venu parmi nous au studio de Canal Académie. Vous êtes écrivain et cinéaste et votre film peut-être le plus connu du grand public, c'est le Krapp-Tambour, tourné en 1977, qui a d'abord été un roman pour lequel vous avez reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1976. Et c'est une magnifique histoire des hommes en guerre. Votre vie est aussi liée à la guerre que vous avez plus qu'approché, que vous avez vécu, puisque vous avez été opérateur d'actualité au service cinématographique des armées pendant la guerre d'Indochine, puis vous avez été reporter de guerre. Alors, vous avez vraiment bien connu la guerre, et quand vous partez au front pour la guerre d'Indochine, vous avez 23 ans, et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a poussé à cet engagement ? Le cinéma vit en autarcie, c'est un espèce de château de Kafka. Et il est très difficile d'y rentrer. Avant de m'engager pour l'Indochine, j'avais frappé à toutes les portes du cinéma et toutes étaient restées fermées. Puis j'apprends qu'un caméraman de l'armée, qui s'appelait Georges Koval, qui était un homme tout à fait remarquable, avait été tué. Il y avait un article dans le Figaro écrit par Serge Bromberger sur ce caméraman, et le jour suivant, sur les gens qui travaillaient pour la photographie ou le cinéma aux armées en Indochine. Et je me suis dit, c'est peut-être la dernière porte qui s'entr'ouvrira pour moi. Et elle s'est entr'ouverte pour moi, donc je me suis engagé dans l'armée. J'ai passé un petit examen au service cinématographie des armées au Fort d'Ivry. J'ai été accepté et à un moment donné, on m'a envoyé en Indochine. Donc, j'ai fait un tiers du tour du monde. Je suis arrivé en Indochine, bien sûr, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus important que ma propre ambition. Vous arrivez à Saïgon en 1952 ? Voilà, d'abord à Saïgon. Là, je rencontre très vite, on m'envoie au Cambodge, où je fais une opération que dirigeait le roi, Norodom Sihanouk, qui aimait le cinéma et qui m'a donc pris en amitié. Dès le départ. C'était un roi, et moi je n'étais qu'un caporal. J'ai eu des rapports tout à fait exceptionnels avec ce personnage que je continue à aimer, qui est quelqu'un qui m'a enchanté et qui m'a manifesté son amitié. Bref, et puis ensuite je vais au nord, parce que c'est au nord que la guerre se faisait. Et là, je suis donc caméraman, je deviens caporal-chef, je filme les généraux en chef qui font un certain nombre de visites, remises de décorations, enfin tout ce qui est officiel. Oui. Je participe aux opérations, comme soldat, c'est-à-dire, sauf que j'ai une caméra au lieu d'avoir un fusil, et que je participe à tout, que j'ai été même blessé, c'est pour dire que... Et vous avez été fait prisonnier. J'étais comme les soldats. Et en même temps, par la suite, ayant été fait prisonnier à Dien Bien Phu à la fin de la bataille, ayant survécu à la bataille, ce qui est déjà une chance, j'ai été prisonnier, j'ai fait la longue marche, enfin j'ai été un des survivants. Les 3/4 des prisonniers faits à Dien Bien Phu sont morts. Ils sont morts sur la route, ou ils sont morts dans les camps de misère physiologique, de sous-alimentation, de maladie, de désespoir aussi. Enfin bref. Donc j'avais vécu pendant 3 ans une expérience tout à fait extraordinaire. Et libéré, l'armée voulait me renvoyer en France. Et j'avais peur de rentrer en France. J'avais peur de retrouver ce mur de béton qui entoure le cinéma et de ne pas pouvoir de nouveau que les portes restent fermées. Donc, vous vouliez faire du cinéma et j'avais peur. Non, j'avais peur que je ne puisse pas aller plus loin. J'avais tellement vécu quelque chose d'exceptionnel. Oui.
C'est-à-dire, j'avais côtoyé des rois, des généraux en chef, une poignée de ministres qui venaient voir ça à l'occasion. J'avais côtoyé la troupe et essuyé les mêmes balles et la même pluie, le même soleil qu'eux. Et j'avais, en plus, connu la misère la plus impitoyable, puisque les 3/4 de mes camarades étaient morts de cette misère. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je dis, je vais rentrer en France, je vais frapper aux portes, elles resteront fermées, donc j'avais peur. Hein. Et je suis resté en Indochine, comme j'avais une petite réputation là-bas. J'ai fait des photos, enfin j'ai gagné ma vie. Et je l'ai gagnée plus confortablement que quand j'étais soldat. Non, quand même pas, quand vous étiez soldat. À un moment donné, je me suis dit, mais pour faire ce que je veux, c'est pas en restant au Vietnam. Il faut que je rentre en France. Et je me suis dit, bon, alors j'ai tabassé encore les pieds, puis à un moment donné, je vais rentrer. Mais je vais achever, puisque j'ai un peu d'argent, je vais achever le tour du monde. Donc j'ai décidé de rentrer, non pas avec le billet que l'armée vous avez destiné me donnait, mais en faisant une série de sauts de puce. Et ça commençait par Hong Kong, ensuite Formose, ensuite le Japon, ensuite les îles Hawaï, ensuite l'Amérique et ensuite le retour. Vous allez y revenir. Voilà. Alors qu'est-ce que vous connaissiez à ce moment-là vraiment de votre... Vous aviez envie de faire du cinéma et d'apprendre ce métier de cinéaste aussi? Non, ou c'était juste le voyage? Je ne sais pas si... j'avais le sentiment que je pouvais dire quelque chose. Et le cinéma me semblait quelque chose de relativement facile à faire. J'aurais rêvé d'être un écrivain. À l'époque, je pensais que je n'étais pas capable d'écrire un livre. Donc, mais pour moi, la grande noblesse, c'était d'être un romancier. Eh bien, je n'osais pas. Donc j'avais choisi le cinéma et je pensais que le cinéma, j'étais capable de faire un film. Mais en même temps, je vous dis, comme le cinéma, c'est une industrie, ça me demande beaucoup d'argent, il faut convaincre des tas de gens qui sont, eux, ceux qui permettent de faire des films. Hein. Donc, cette porte était fermée. Oui. Vous partez à l'aventure par le... Alors, je me suis dit, je vais en profiter. Je suis jeune, je verrai bien, et j'ai envie d'achever ce tour du monde. J'en ai fait... c'est l'aventure, c'est quand même quelque chose de prodigieux. Et d'aller découvrir l'Amérique. Mais au lieu de la découvrir par la voie classique des gens d'Europe qui commencent par arriver à New York... Moi, je voulais, étant donné que j'étais de l'autre côté du monde, c'était par la porte à l'est, par le Pacifique, par l'extrême occident, par la côte de ce que les Américains appellent la côte ouest, qui, vue de l'Indochine, c'est la côte est. C'est le croisement de. Donc, je suis arrivé. Mon premier contact avec l'Amérique s'est fait à Honolulu, à Hawaï, les îles d'Hawaï, qu'on appelait autrefois les îles Sandwich, parce que c'est un lord britannique qui s'appelait Lord Sandwich, qui avait inventé en dehors de toute autre chose le sandwich, qui avait donné son nom aux îles. Puis quand les Américains c'est devenu un territoire américain, pas encore un État, un territoire américain, c'est devenu les îles Hawaï. Et il y avait bien sûr Honolulu, et Honolulu, c'était Pearl Harbor. Le port est juste à côté de Honolulu. Il y avait encore des traces quand vous êtes arrivé. C'est le changement de la guerre, de la guerre en Europe, parce que les Américains, tout d'un coup, se sont engagés dans cette guerre. En 41. Voilà. Et il y avait encore des traces quand vous êtes arrivé. Alors donc je suis arrivé d'abord. Je faisais attention à mon argent. J'étais dans un petit hôtel de Honolulu et quand même j'avais connu des journalistes. J'avais travaillé pour Life Magazine et tout ça, donc j'avais des journalistes et j'avais été voir ces journalistes à Hawaï et il m'avait introduit, j'avais été interviewé par une journaliste, j'avais dans la première page du journal local en disant Lucky Pierre, Pierre le chanceux. Et puis j'ai dit que je voulais aller voir Pearl Harbor. Et c'était les premiers monuments qui avaient été construits à Pearl Harbor pour le souvenir
de ces marins. Il y avait quand même eu 3000 morts et à peu près 1800 ou 2000 marins américains qui avaient été tués dans leur cuirassé. Hein. Et il y avait notamment un cuirassé qui avait coulé, dont on voyait sous l'eau les canons, et il y avait une espèce de passerelle qui arrivait au-dessus. Et c'était très impressionnant de voir tout ça. Je l'ai vu d'une manière privilégiée parce que j'ai été entouré par des gens qui m'aimaient bien et qui essayaient de me faire comprendre et ressentir ce que pouvait avoir été l'attaque de Pearl Harbor. Alors ça, c'est ma première rencontre avec l'Amérique. Vous avez filmé à ce moment-là? Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, je voyageais et j'étais, comment dirais-je, tous les yeux ouverts et toutes les oreilles ouvertes. J'essayais, j'étais une éponge. Je voulais m'imprégner de quelque chose qui, un jour ou l'autre, me servirait dans ma vie. Mais j'étais, si vous voulez, ayant vécu 3 ans tout à fait extraordinaires en Indochine et risqué ma vie, oui. Être un survivant, parce que je suis un survivant. Et tout d'un coup, j'avais besoin d'une respiration et de découvrir un autre monde et un autre enthousiasme de la vie, une autre manière de vivre. Un monde que je connaissais déjà par le cinéma américain. Oui, le cinéma américain qui était à l'époque. Donc, je n'ai pas été surpris puissant. par un certain nombre de choses. Je reconnaissais les taxis, je reconnaissais les drugstores. J'avais l'impression de rentrer dans ce que je connaissais. Hein. En plus, vous avez fait cette rencontre avec aussi ce trait d'union, puisque Hawaï a été aussi ce territoire meurtri par la guerre. Donc, vous êtes arrivé... disons ce qui m'a amusé, il y a des tas de détails qui aujourd'hui sont, mais par exemple quand je suis parti du Japon, où j'avais rencontré Kurosawa. Quand même, c'est un privilège. J'ai rencontré, pour moi, mon grand maître, le plus grand des cinéastes, Kurosawa. J'ai rencontré Kurosawa, je l'ai vu tourner. Qu'est-ce qui tournait à ce moment-là? Je me rappelle plus le titre, ça reviendrait, mais enfin, j'ai pas ça en tête. Mais enfin, il tournait un de ses films, et pour moi, Kurosawa était et reste, pour moi, un des très, très grands maîtres. Donc, je quittais, et l'avion qui nous transportait et qui faisait une série de sauts de puces, on se posait dans l'île de Guam avant d'aller à Hawaï, parce que la distance... Et c'était la version civile du B-29. Le B-29, c'est la super forteresse américaine qui avait bombardé le Japon, qui avait lâché d'ailleurs la bombe atomique. Alors ils avaient recarrossé ça. C'était un avion à 2 ponts. Et c'était la Paname qui avait ces avions-là. Et je me rappelle que l'équipage et le pilote, pour animer, parlaient des passagers en disant: nous avons à bord un ministre qui était au Japon, ou un ancien colonel qui a fait la guerre contre le Japon et tout ça. Et nous avons à bord un jeune Français qui a participé à la bataille de Dien Bien Phu et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai été dans cet avion, un petit personnage, si vous voulez. C'était très émouvant. On m'a apporté du champagne parce que j'étais français. Et les gens venaient parler avec moi pendant le vol. Alors, je suis arrivé à Hawaï. Là, de nouveau, je prends contact. Quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, la meilleure manière, c'est de prendre contact avec les journalistes. Parce qu'eux ont la clé, ils connaissent. Et comme j'avais un petit nom dans le journalisme, et que j'étais recommandé par des journalistes américains qui m'aimaient bien, donc j'ai eu une clé. C'est comme ça que j'ai pu... Donc, vous êtes resté combien de temps à Hawaï? Je pense une dizaine de jours. Je n'ai pas exactement maintenant... Ça remonte quand même. C'était en 1955. Vous n'étiez pas né. Non. Voilà, donc ça remonte assez loin. Je n'ai plus le souvenir exact du nombre de jours, mais je sais que j'habitais downtown Honolulu, mais que j'allais, par les autobus, j'allais au grand hôtel où l'amiral Nimitz, à un moment donné, était installé, où le général MacArthur est venu, où le président de la République des États-Unis
c'était Truman, pas Roosevelt n'y est pas allé dans cet hôtel qui s'appelle le Royal Hawaiian. Ouais. Et j'allais traîner, je n'habitais pas, mais j'étais habillé convenablement. Et j'allais voir les gens, je respirais ça, si vous voulez. Je découvrais. J'ai découvert l'Amérique d'abord à Hawaï et ensuite à San Francisco. Ah, vous êtes arrivé en bateau ? Non, en avion. En avion ? Toujours en avion avec ces avions de la Paname, ces B-29. Retransformés voilà, c'est ça. Pour l'aviation civile. Voilà. Et vous débarquez donc à San Francisco. À San Francisco. Alors San Francisco, c'est une ville qui fait rêver quand vous avez lu des livres d'aventure, tout ça. San Francisco, c'est Jack London, c'est extraordinaire. Et il y a le fameux Golden Gate, hein, la porte d'or, hein, avec ce pont magnifique. Hein. Il y a Sausalito qui est d'un côté du détroit, hein, qui est une ville d'artistes et de gens un petit peu. Et puis cette ville qui est menacée toujours d'un tremblement de terre, qui est une ville avec des vieilles maisons en bois magnifiques et des immeubles comme l'Amérique. C'est pas New York. Hein, c'était à ce moment-là, c'était plus modeste. Aujourd'hui, San Francisco, je crois, est une des villes où il y a une des tours les plus hautes du monde. Enfin, à l'époque, c'était pas encore ça, mais c'était quand même un endroit formidable. Et il y avait un endroit qui s'appelait, de l'autre côté du Golden Gate, qui s'appelait The Barbary Coast, où il y avait les boîtes de nuit, les danseuses. Les endroits de fête. Celles qui lancent leurs jambes en l'air. Enfin bref, tout ça. J'avais l'impression de reconnaître ce que j'avais vu au cinéma. Donc je me sentais pas vraiment étranger. C'est pas une découverte de quelque chose que je n'avais jamais vu. Non, je l'avais vu, mais tout d'un coup je le vivais. Hein. Oui. Et je l'avais vu au cinéma, et tout d'un coup, je le vivais. Les films américains que vous aviez vus, c'était... Oh, il y avait tout. J'étais pas, comment dirais-je, un cinéphile très, très aiguisé. C'est-à-dire que moi, j'avais consommé tout ce qui était consommable. Ce qui était possible. Voilà. Donc, je voyais des films des films d'artistes, des grands films. Oui. Et puis d'autres qui étaient des séries B les plus banales. Mais même une série B représentait l'Amérique, parce que les gens rentraient dans un drugstore, mangeaient un hamburger, ce que j'avais jamais mangé, prenaient ces taxis jaunes, enfin bref, il y avait tout ça. Et là, vous faites des rencontres alors, toujours grâce à ces journalistes, ça m'a permis de... Parce que j'avais commencé par San Francisco, ensuite je suis bien sûr allé à Los Angeles. À Los Angeles, voilà. Et à Los Angeles, les Américains venaient de faire un film sur la bataille de Dien Bien Phu, vraiment une série, alors pas B, mais C et D. Oui. Enfin bref, en noir et blanc. Mais ils avaient utilisé des documents. Des documents que les Français avaient tournés. D'accord. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais attention, là, ça, c'est moi qui ai tourné ça. Voilà. Tout d'un coup, je leur ai dit ça comme ça. Oui. Et ça leur a fait un effet formidable. C'était le producteur du film, pas le metteur en scène, je ne l'ai pas rencontré, mais le producteur du film. Il m'a dit, mais alors, écoutez, ça, on ne sait pas, c'est l'armée française qui nous l'a donné. Enfin, Et ben, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai dit, écoutez, moi, je voudrais être assistant ou stagiaire ou ce que vous voulez dans un film, mais je voudrais voir comment vous faites un film. Ah, je ne savais pas que c'était vos propres films qui non, enfin, pas mes propres films, certains des morceaux de ce que j'avais tourné. De ce que vous aviez tourné pour le service cinématographique des armées. Voilà, c'est ça. Et qu'ils avaient utilisé. Voilà, c'était des stocks vendus soit par l'armée, soit par parce que c'était reproduit par Gaumont ou Pathé ou Éclair Journal. Enfin bref, donc ils avaient racheté ça et je leur ai dit c'est moi qui l'ai fait. Je sais très bien. Je peux vous donner le jour et l'heure et la date parce que j'avais tout ça en tête. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ils ont eu l'impression qu'ils me devaient quelque chose et qu'ils voulaient me faire plaisir. Donc, je leur ai demandé d'être stagiaire dans un film et ils m'ont dit très bien, pas de problème. Et puis, ils se sont aperçus que je n'avais pas de carte verte, que je ne pouvais pas travailler. Donc, alors, il fallait que j'aille
que je traverse la frontière, que j'aille au Mexique, demander une carte lettre. Enfin, ça aurait pris un temps fou et ça m'aurait coûté beaucoup d'argent. Il dit, voilà ce qu'on va faire. On va vous prendre comme figurant et vous serez payé non pas avec un salaire, mais avec ce que les Américains appellent un per diem, c'est-à-dire des frais de journée, quoi. Mm-hmm. Ce qui m'a permis quand même de suivre pendant 15 jours le tournage d'un film. C'était Jack Webb qui était le metteur en scène, je me rappelle très très bien, et qu'il a été très aimable avec moi. Ben, il était très occupé, il avait d'autres chats à fouetter, mais quand même, il m'a... et j'ai pu suivre pendant 15 jours le tournage d'un film. C'était en studio à Burbank, c'était la Metro-Goldwyn-Mayer. Et là, vous avez multiplié les expériences ou... Je n'ai pas multiplié, j'ai ressenti. Là, je ne faisais rien. J'étais stagiaire, j'étais ahuri, je regardais. Oui, mais et puis ensuite, à mon avis, parce que bien que j'avais mon pain quotidien assuré par ça, à un moment donné, il fallait bien que je continue à rentrer. Alors, je suis allé d'abord à Chicago, ensuite à New York. Et à New York, là aussi, j'ai retrouvé autre chose. C'était tout d'un coup, je retrouvais l'Europe à New York, tout en étant l'Amérique. Oui. Mais j'étais à contre-courant, si vous voulez. Les Français qui arrivent en Amérique, ça se fait d'abord par New York. Et New York, c'est une ville presque un peu européenne, malgré tout en étant américaine, avec ce Manhattan qui est basé sur un granit électrique. C'est-à-dire quand vous ouvrez une poignée de porte, vous avez une décharge électrique. C'est une ville d'un dynamisme absolument prodigieux. L'Amérique était un pays d'un dynamisme absolument prodigieux. Quand j'y vais, quand j'y retourne, j'ai l'impression de recevoir une injection de vitamine C. Ouais. Vous vous retrouvez tout d'un coup en forme. Vous avez rencontré des cinéastes américains aussi Non, à ce moment-là, j'en ai... Au cours de votre périple, là, jusqu'à New York? Jack Webb, là, c'est ce film qui était un metteur en scène de série B, un acteur aussi, et qui était un type très intéressant, mais enfin, c'était pas un des personnages clés du cinéma américain de l'époque. Oui. Je n'ai pas rencontré John Ford non, je ne les ai pas rencontrés. Je les ai rencontrés plus tard. Oui. Quand j'ai eu un Oscar. Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. À l'époque, quel regard vous portiez sur le cinéma américain, là, justement, après la guerre? Si vous voulez, quand pendant toute la guerre, on n'avait pas eu de film. Voilà, alors après. Tout d'un coup, on a bu ça avec une avidité incroyable. Oui. Je veux dire, j'ai vu tous les films. C'est pour ça que je n'étais pas un cinéphile. Certains disaient il faut voir ce film parce qu'il est très très bien fait, c'est un grand artiste. Moi, je ne savais même pas qui était le metteur en scène et tout ça. Je voulais voir les films américains. Il m'est arrivé à un moment donné d'aller voir... J'arrivais à voir 7 films dans la journée. Il y avait des cinémas qui commençaient à 10h du matin et d'autres qui commençaient à minuit. Donc, en passant d'une salle à l'autre, j'arrivais à voir 7 films dans la journée. Donc, j'étais complètement enivré de cinéma groggy. D'ailleurs, je ne voyais plus, je ressentais. Ouais. Quand est-ce que vous êtes passé alors de l'autre côté de la caméra? Parce que là, vous avez c'est nourri. Ce que je voulais faire depuis le départ. Alors, attention, c'était mon objectif. Alors là, c'est une autre histoire. Il se trouve que la raison profonde de vouloir faire du cinéma, c'est étrangement à cause d'un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Fortune carrée, qui est un livre d'aventure magnifique. Et je l'ai lu pendant la guerre, parce que j'étais dans un état de misère. On était réfugiés en Haute-Savoie, un froid de canard, mes mauvaises études, l'oppression de l'occupation. Et j'avais l'impression d'une vie désespérante et glacée et terrifiante. Et un de mes copains, on n'avait pas de livre parce qu'ils étaient restés en Alsace, un de mes copains me dit « Tiens, tu devrais lire ce livre, ça va t'intéresser. » Et je lis Fortune carrée. Et je dis « Mais Fortune carrée, c'est la vérité. Ce que je vis, moi, c'est juste entre parenthèses. La vraie vérité, c'est Fortune carrée, c'est la fiction, c'est ce qu'on raconte. Ouais. » Moi, à ce moment-là, j'avais envie d'être marin. Donc la guerre se passe, je finis par être marin sur un bateau de pêche, et puis je trouve un embarquement d'une manière très chanceuse sur un petit caboteur suédois en Baltique. Et je navigue en Baltique, et le Baltique c'était terrible parce que la guerre avait été tragique
sur toute la côte balte, parce qu'il y avait eu d'abord l'offensive hitlérienne, nazie, terrifiante, avec la brutalité inimaginable des SS et des nazis. Et le contre-coup des Russes qui voulaient absolument se venger et qui étaient aussi redoutables. Et moi, j'étais sur un bateau suédois, les neutres. J'étais comme un Américain. C'était un bateau où on avait nos cigarettes. Avec un paquet de cigarettes, vous achetiez une ville, quasiment. Donc, bref, je suis sur le bateau en pensant surtout que je veux être marin. Donc, comme je n'avais pas fait les études qui me permettaient de faire l'école navale d'abord ou l'école de la marine marchande, je vais naviguer d'abord et ensuite je ferai des cours par correspondance et je finirai par devenir un marin. Puis un soir, je réfléchissais à mon destin. Et m'est revenu à la tête Fortune Carrier en disant, mais voilà, non, en fait, marin, je peux l'être, je suis. Mais c'est des histoires de marins que j'ai envie de raconter. C'est des histoires que j'ai envie de raconter. Alors je me suis dit, mais je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas musicien, qui est une autre manière de raconter des histoires. Je ne suis pas peintre ou sculpteur, ça c'est trop tard. Mais pourquoi pas faire du cinéma? Ça me semble assez facile. J'avais vu tellement de films dont certains étaient de mauvaise qualité, mais j'ai quand même des films qui m'avaient fasciné. Pourquoi pas être cinéaste? Et au bout d'un certain temps, je décide d'abandonner mon bateau, et puis de rentrer en France pour faire du cinéma. C'est là que je trouve toutes les portes fermées. Bref, j'en trouve une qui me permet de commencer modestement comme caméraman en Indochine. Bref, quand je décide de rentrer en France par le tour du monde. Oui. Ma première escale, c'est à Hong Kong. À Hong Kong, je vais voir, bien sûr, l'agence France Presse, toujours la clé pour une ville qu'on ne connaît pas. C'est les journalistes. Kessel était là. Ah, et le type de l'AFP qui me connaissait me présente à Kessel en disant, c'est vous savez, il était à 10 000 fois, enfin, crac. Ouais. Et Kessel, qui était un homme curieux et chaleureux, me dit, je vous emmène, allez, on va dîner. Alors, c'était une nuit kesselienne. Vous pouvez imaginer ce que c'est une nuit kesselienne. Vous avez qu'à lire Nuit de prince. Oui. C'était une nuit de prince. Et j'ai, bien sûr, bu plus que de raison. On a même fumé de l'opium, vous voyez. Et je lui ai déversé le trop-plein de cette expérience que je venais de vivre et que je n'avais encore jamais raconté à personne, vraiment. J'avais des petites bribes par-ci, par-là, à des amis, mais je lui ai déversé ça, et ça l'a suffisamment fasciné pour qu'il me dise, écoutez, quand vous rentrerez à Paris, je lui ai dit, je pars en Amérique, je traverse, je fais le tour du monde. Ça l'enchantait aussi. Oui, il n'a pas un rond, mais il veut achever son tour du monde. Donc, il m'a dit, quand vous rentrez à Paris, faites-moi signe. Alors, je rentre à Paris, j'avais plus un rond. Je retravaille pour les activités parce que je savais que là, les gens me reconnaissaient comme un vrai professionnel, et même un bon professionnel, un très grand professionnel. Ça, c'est vrai, ils me reconnaissaient comme ça. Donc, et puis, je vais au Maroc au moment des affaires du changement de sultan, du retour du sultan Mohamed V. C'était assez dur et assez sanglant et assez brutal. On parle toujours de la guerre d'Algérie. On m'avait envoyé, c'était les préludes de la guerre d'Algérie avait déjà commencé puisqu'on c'était en 54. Là, j'étais en 55, le retour de Mohamed V. Enfin bref, je ne veux pas faire de l'histoire, mais et puis à un moment donné, je me dis mais si je reste là parce que je commençais à gagner convenablement ma vie, donc j'étais. Et vous ne racontiez pas encore d'histoire. Et je me dis, mais si je reste là, je ne ferai que ça. Je serai peut-être très très bon là-dedans, je gagnerai peut-être très très bien ma vie, mais c'est pas ce que je veux faire. Et à ce moment-là, je repense à ce que m'avait dit Kessel. Je n'osais pas l'appeler parce que quand même, Kessel, c'est un monument historique. Je n'avais rencontré que Roche-Savoie, mais très modestement. Mais Kessel, pour vous, ça restait l'émotion de Fortune Carré, celle qui vous avait ouvert les yeux, peut-être. Et bref, j'appelle Kessel qui me dit, mais écoutez, alors je suis heureux il me tutoyait, je suis heureux de t'entendre parce que je te cherche depuis un bout de temps. Je pars en Afghanistan, je vais faire un film et je veux que ça soit toi qui le fasses. Et c'est lui, donc, qui m'a mis le pied dans l'étrier. Mon premier film était La Passe du Diable, qui était pour Kessel une sorte d'esquisse de ce qu'a été plus tard Les Cavaliers, un de ses grands livres. Et j'ai découvert l'Afghanistan dans le sillage de Kessel. C'était extraordinaire, ça c'était en 1956.
et 57, parce que le film a été interrompu à cause de la guerre de Suez. À un moment donné, il y a eu des rapports de la France avec les pays musulmans. Le Moyen-Orient été coupé, bref, il n'y avait enflammé. plus d'argent, et puis en même temps, le roi, donc, qui était un ami de Kessel, a dit, il faudrait que vous partiez, ça ne durera pas. Dès que ça se sera calmé, vous pourrez revenir pour achever votre film. Alors là, vous êtes quand même... Donc là, c'est Kessel qui m'a mis. Donc, vous voyez, cette idée, tout d'un coup, de dire, je vais achever le tour du monde, et sans aucune pensée que ça m'aiderait professionnellement, par cette rencontre avec Kessel, ça a été la clé. Ça, c'est les mystères de la vie, des rencontres. Au même titre que le cinéma américain vous a aussi un peu redonné vie dans cette pause c'était une pause pour vous, cette période aux États-Unis, Il m'a pas ce long redonné vie, voyage. non, parce que je savais que j'avais pas de carrière en Amérique à ce moment-là. Non, mais vous Donc, sortiez quand même d'une très dure épreuve de plusieurs années de guerre, quand même. Oui. Donc, 3 ans qui étaient très, très, très riches. Ouais. Oui. Et très riche avec les hauts et les bas, je vous ai dit, puisque je vais fréquenter les rois, un empereur et les rois. Et je me suis resté lié avec Norodom Sihanouk, plus exactement. C'est Norodom Sihanouk qui m'accorde son amitié, parce que c'est un roi. Hein. Et avec Baodaï, jusqu'à la veille de sa mort, il habitait pas très loin au Trocadéro. Je le voyais assez souvent. Et on avait gardé des contacts. Et un jour, il m'a même emmené. Il m'a dit, vous voulez que je vous emmène au musée Guimet? Je peux vous montrer certaines choses. Et moi, le musée Guimet, je le connais très bien. Le musée Guimet, c'est le grand musée des arts bouddhiques et... civilisation orientale. Voilà. Eh bien, j'ai fait avec Baodaï une visite de la partie surtout vietnamienne et nord-vietnamienne du musée. Une leçon. Alors, quelle culture! C'était un homme qui connaissait ça, qui savait dire les nuances. Il parlait un français admirable. Et vous voyez, c'est un de mes souvenirs. Donc j'avais eu une vie très, très, très riche. Mais le voyage à travers l'Amérique ne m'a pas enrichi directement. Il m'a aidé à découvrir l'Amérique. Je peux dire que je suis allé en 55 en Amérique. En 1955, l'Amérique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et c'est bien, comme la France n'était pas en 1955, n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand vous y êtes retourné alors plusieurs fois après. Dès que je pouvais, j'y retournais. Et en 1966, j'ai proposé à Pierre Lazareff, qui était à ce moment-là à la fois le patron de France Soir et en même temps de 5 colonnes à la une, je lui ai proposé un reportage sur une section américaine, après le succès de la 317e section, un reportage sur une section américaine pour savoir si en filmant au jour le jour une section, on avait qu'une série d'anecdotes sans signification, ou bien que quelque chose se dessinait un petit peu comme dans la 317e section sur la nature humaine, sur le mystère de la nature humaine. Et ça avait beaucoup intéressé Lazareff. Donc, j'avais carte blanche. J'ai fait ce film qui a eu un succès considérable, qui a passé au cinéma en Amérique. Donc, j'ai eu un Oscar en Amérique. Cette occasion. J'ai eu aussi l'International Emmy Award, qui est le plus grand pour la télévision. J'ai reçu un prix en Angleterre, de la Guilde des producteurs anglais, qui m'a été remis d'ailleurs par Lord Louis Mountbatten. C'est quand même encore, pour vous, c'était que des honneurs. Pour moi, c'est un personnage, c'est vrai, qui est magnifique et qui parlait très très bien français. Donc, comme la cérémonie se passait en anglais, c'était à Londres. Et à la fin, il s'est tourné, et la caméra, enfin la télévision anglaise enregistrait tout ça, il m'a parlé en français. C'était quand même formidable. Donc j'ai rencontré, vous voyez, Cuire en Savoie, j'ai rencontré Mountbatten, j'ai rencontré Baodaï, que les gens critiquent, mais qui était quand même un personnage historique, Norodom Sihanouk. Et j'avais connu le roi du Laos, qui s'appelait Sisabangvong, qui était un homme magnifique, une espèce de sage bouddhique. Magnifique. Mais un vieillard déjà. Et que j'ai rencontré
mais qui est mort quelques années après. Donc lui, je ne l'ai pas revu. Et je ne peux pas dire que j'ai eu des liens avec, mais j'ai eu des liens avec Baudelaire et j'ai eu des liens avec Norodom Sihanouk. Quels sont les écrivains américains que vous aimez particulièrement? Il y en a deux qui sont pour moi exceptionnels. Il y a Herman Melville. Ça, c'est pas uniquement Moby Dick, La Rose Blanche, enfin un certain nombre de Pierre et les incertitudes. Non, c'est Herman Melville, puis Jack London. Jack London, vous voyez, c'est le côté grand large qui me fascine dans le monde anglo-saxon, qui me fascine dans la littérature britannique ou anglaise. Que ce soit Stevenson, L'île au trésor, pour moi, c'est le début d'un livre le plus magnifique que je connaisse. Que ce soit Kipling, parce que c'est Kipling, je peux vous citer des vers en anglais de Kipling, que ce soit Joseph Conrad. Alors Conrad, c'est à la fois un Polonais et parlant français qui écrit en anglais. Et c'est un personnage qui est pour moi un des grands maîtres. Alors lui, je ne l'ai pas rencontré, il était mort avant que je naisse. Mais c'est des gens qui ont pesé un poids plus lourd que mon père ou le reste de ma culture, plus lourd que Balzac, vous voyez. Pour moi, Conrad m'a plu. Alors, j'ai lu Balzac par la suite. J'ai découvert Balzac qui m'a enchanté. Mais à l'âge où on est vraiment marqué par quelque chose. Et quand j'ai lu, et j'étais jeune, Conrad, je n'ai vu que l'écume de Conrad. Je l'ai relu 5 ans après. Et tout à coup, j'ai dit, mais je n'avais rien compris, je n'ai pas tout ressenti. Et je l'ai relu 10 ans encore après. Et c'est quelqu'un que je peux lire à peu près tous les 10 ans. Et chaque fois, je retrouve mes premières émotions, mais elles s'accumulent de choses que je n'avais pas ressenties, que je n'avais pas dégusté la nuance magnifique. Donc je découvre encore aujourd'hui Conrad. Et ça m'enchante. C'est le grand charme de la littérature. Oui, et de la musique aussi. C'est des grands arts. Une œuvre d'art, un tableau aussi, vous le voyez à un moment donné, suivant l'état dans lequel vous êtes, vous le voyez d'une certaine manière, vous êtes ébloui. Et puis, vous le voyez quelques années plus tard, mais vous êtes tout aussi étonné d'avoir pas remarqué la première fois telle ou telle chose, et en même temps l'ensemble. Et il y a des écrivains contemporains américains que vous lisez? Mais enfin, si vous voulez, maintenant à mon âge, ça me marque moins. Je veux dire, il y a un âge où on est, tout d'un coup, quand on est jeune, et qu'on découvre quelque chose qu'on souhaitait... On se construit sans savoir ce que c'était, mais on sait que c'était ça. C'est quelque chose c'est une marque indélébile. Maintenant, ce n'est pas des marques indélébiles. Je lis des Américains et des auteurs américains, comme je lis des auteurs anglais, et que je trouve très très bons et qui m'enchantent, mais qui ne sont pas des marques indélébiles. Tandis que là, j'ai reçu quelques marques indélébiles. Il y avait, comme français, j'avais Jules Verne. L'île mystérieuse, pour moi, c'est un livre qui est encore aujourd'hui, si vous voulez, j'ai la marque. Mais les écrivains anglais modernes, il y a par exemple un qui n'est pas traité à la hauteur à laquelle il devrait être, c'est John le Carré. John le Carré m'enchante, mais ce n'est pas une marque indélébile, si vous voulez. Je suis maintenant un peu de la famille, donc ça ne me marque pas comme la découverte de ce qu'est la gloire de la littérature, comme Fortune Carré. Fortune Carré est restée... Qui m'a marqué, alors vraiment au fer rouge, là, et de la meilleure manière. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez les Américains, dans leur approche D'abord, leur fierté d'être Américains, quelle que soit leur couleur. Et alors qu'il y a eu vraiment des problèmes qu'on appelle raciaux, enfin bref, mais quelle que soit leur couleur, ils ont tous le drapeau américain dans leur maison. Leur patriotisme. Une fierté, oui, le patriotisme, c'est pas ça, le sens de l'aventure exceptionnelle qu'est l'Amérique. Et qui continue à avoir, parce que l'Amérique, qui au départ était protestante et blanche, et elle est aussi afro-américaine, c'est-à-dire hispanique, avec les Noirs, et de plus en plus indo-américaine, c'est-à-dire avec les
ce qu'ils appellent les hispaniques. Voilà. Et qui est devenu la deuxième langue des États-Unis. C'est plus l'anglais. Il y a l'anglais, mais l'espagnol ou le portugais est devenu la. Donc c'est un pays tout à fait étonnant et puis qui a un dynamisme. Et puis alors les Américains sont très gentils. Enfin, il y a des salopards pas comme partout. Mais quand même, moi, j'ai été reçu en Amérique. J'ai des amis américains, des vrais amis. Et indépendant de ce que la critique peut dire sur le comportement de la France par rapport à eux ou de l'Amérique par rapport à eux. Bref, ils s'en fichent de ça. On est amis parce qu'on se respecte, parce qu'on s'épate un petit peu mutuellement. Quels sont les paysages américains qui vous ont le plus fasciné ? Ce sont des villes, ce sont des paysages naturels. C'est les deux, mais d'abord ce sont les villes, plutôt... parce que l'Amérique, c'est tous les films, c'est quand même ces immeubles, c'est Manhattan, et vous trouvez ça à San Francisco, à Chicago, c'est le côté urbain. Et puis en même temps, tout à coup, les grands espaces. Alors là, vous avez dans la frontière, vers la frontière canadienne, vous avez ces automnes, ce qu'on appelle l'automne indien, l'été indien. C'est cette végétation magnifique. C'est un continent, alors vous trouvez tout. Hein. Et vous trouvez le Sahara d'un côté, et vous trouvez la Bretagne avec la Nouvelle-Angleterre de l'autre. Vous feriez un film sur faire un film, c'est très compliqué. Il faut d'abord avoir une histoire, il faut avoir ensuite l'avoir écrite. Il faut ensuite convaincre des tas de gens. C'est beaucoup d'argent un film. Même un film très 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 bon marché, le plus modeste possible, c'est beaucoup d'argent. Tandis que écrire un livre, c'est quelques pages blanches, un crayon et votre pain quotidien. Rien besoin de plus. Faire un film, c'est tout de suite par millions d'euros. Et vous avez écrit sur cette traversée des États-Unis ? Non, mais je pense que dans mes écrits, parce que tout ça, je suis un journaliste aussi, mais je ne suis pas, je raconte des histoires qui m'importent, dans lesquelles l'expérience que j'ai de la vie, dont ces voyages aux États-Unis, sont des éléments qui me permettent à écrire comme je l'écris moi et raconter mes histoires à ma manière, avec mon ton et mes nuances. Pierre Schoendoerfer, merci beaucoup de nous avoir fait partager ce voyage des États-Unis et cette découverte des États-Unis par la côte ouest américaine, ce qui est peu habituel pour un Français durant votre jeunesse. Donc, oui, parce que j'étais à la fin de... Je commençais à devenir un adulte. Donc, un voyage qui a conclu une expérience douloureuse, celle de la guerre, qui vous a réouvert, en quelque sorte, les portes de l'Europe et du cinéma. Vous êtes revenu tout frais, tout apaisé, peut-être, aussi. On n'est jamais apaisé, il ne faut pas l'être trop. Mais en même temps, il ne faut pas pleurnicher sur la partie noire. Il faut regarder la partie éclairée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de ça. Merci.